Et notre invitée politique est Nathalie Loiseau. Bonjour, Bonjour. et bienvenue. Merci d'être avec nous ce matin, députée européenne Renew. Sébastien Lecornu a chargé le ministre de l'Intérieur d'envisager l'organisation éventuelle de législatives anticipées couplées à des élections municipales. Est-ce que c'est du bluff, selon vous? J'en sais rien, il faut le demander, même pas tellement à Sébastien Lecornu, parce que c'est pas lui qui prendrait la décision d'une dissolution, c'est le président de la République. Donc en tout cas, c'est de la communication, puisque c'est fait pour être su, et ça a été dit largement. C'est une menace pour les députés Parti socialiste, pour obtenir un accord de non-censure sur le budget, par exemple? Alors on entend beaucoup parler de censure, à tort et à travers. Je vois par exemple le RN et LFI parler de motion de censure vis-à-vis du gouvernement sur le Mercosur. Alors à ma connaissance, le RN et LFI sont contre l'accord UE-Mercosur. Le gouvernement aussi. Mais il faudrait censurer le gouvernement pour une position qu'il partage avec d'ailleurs l'entièreté de la classe politique. On est malheureusement dans un immense n'importe quoi. Et ce que je constate aussi, comme tous les Français, c'est que nous sommes le 10 janvier, nous n'avons toujours pas de budget. Et la méthode du gouvernement qui a été tant votée, tant vantée, n'a pas permis de voter un budget. La faute à qui? La faute à beaucoup de partis politiques qui n'ont toujours pas intégré la réalité budgétaire, nos déficits, notre dette, la nécessité d'y porter remède et la nécessité pour ce faire d'aller vers une solution de compromis. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de contrat de coalition. C'est vrai que quand on nous parle de méthode de gouvernement, moi j'en vois pas beaucoup si je compare avec ce qui se passe dans d'autres pays européens qui nous regardent avec beaucoup de surprise et beaucoup de tristesse. Mhm. Ne pas avoir de budget. C'est compliqué aussi en Allemagne, quand on regarde chez nos voisins. Frédéric Merz, par exemple, a des difficultés aussi dans sa coalition. Il n'a pas exactement les mêmes. Il C'est n'est pas pas si dans simple, l'accord de le... gouvernement. Alors, une coalition n'est jamais simple. C'est la raison pour laquelle je suis, moi, toujours aussi favorable à un scrutin majoritaire et pas à des scrutins à la proportionnelle qui conduisent à peu près partout à des coalitions. Une coalition, ça n'est jamais simple, mais avoir un accord de coalition, savoir sur quoi on s'est mis d'accord et dérouler une feuille de route, c'est quand même le début d'une méthode. Pas avoir de budget au moment où on parle, au moment où le monde est en flammes. Ça veut dire que l'augmentation des crédits de la défense, dont tous les Français considèrent, à part quelques personnes vraiment au courant de rien, que c'est indispensable, on ne peut pas le faire. Ça veut dire que très concrètement, aujourd'hui, nos armées ne peuvent pas commander ce dont elles ont besoin. Est-ce qu'on se rend compte à quoi on joue? Vous êtes députée européenne, est-ce que ça nous affaiblit aussi de ne pas avoir de budget ou en tout cas d'avoir des déficits importants, puisqu'on ne sait pas si on passera sous les 5% au niveau de l'Europe? Je vous dis, en tant que citoyenne, je vois bien que ça nous affaiblit d'être dans l'inaction gouvernementale, dans l'absence de décision, dans l'absence de mise en ordre de nos comptes. Et je ne reproche pas ça au gouvernement. Je vois bien que la classe politique, chacun poursuit ses idées, parfois ses idées fixes, sans regarder l'état du pays, sans regarder l'état du monde, et en décevant considérablement les Français. Sauf qu'en fait, tout le monde s'accorde à peu près pour dire qu'il faut réduire les déficits, mais certains Ah veulent bon? augmenter les Vous impôts trouvez? et d'autres veulent réduire les dépenses. Il y a aussi Non, deux stratégies qui s'opposent. je ne crois pas que tout le monde s'accorde à vouloir réduire les déficits. Vous montriez une image de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, il ne s'accorde pas du tout là-dessus. Et quand vous regardez combien de dépenses supplémentaires ont proposé le Rassemblement national, la gauche, combien d'impôts supplémentaires, là aussi on pourrait se dire qu'en étant le pays qui impose le plus en Europe, il faut peut-être qu'on arrête. Il faudrait peut-être qu'on ne demande pas en permanence à quelques-uns de payer pour l'incapacité à choisir et à décider de tous les autres. Non, on a une vraie addiction à la dépense, une vraie addiction aux impôts. Est-ce que ça nous a réussi? Est-ce qu'on est le pays dont le service public fonctionne le mieux, dont les citoyens sont le plus satisfaits de l'action publique? Je ne crois pas. Et je reprendrai ce qu'a dit Édouard Philippe il y a quelques mois, qui avait fait lever des sourcils, et les mêmes sourcils se lèvent beaucoup moins aujourd'hui. Quand il dit que cette situation politique ne pourra finalement se trancher qu'avec la présidentielle, ça paraît aujourd'hui absolument évident. Ce qu'il disait derrière, c'est qu'il fallait donc une démission du président de la République. C'est ce que vous souhaitez? Je demande aux Français s'ils sont satisfaits de la situation actuelle. La réponse est non. Est-ce que continuer sur la même lancée a du sens? Je ne crois pas. La Est-ce solution, que c'est quoi? menacer d'une dissolution
La dernière fois qu'il y a eu une dissolution, est-ce que ça a réglé le moindre problème? Ça n'a fait qu'aggraver les problèmes. La réalité, c'est qu'une dynamique politique où les Français auront un choix clair et choisiront ce qu'ils souhaitent ne viendra qu'avec la présidentielle. Entre-temps, on va rester au mieux à l'arrêt, au pire, on va décliner. Mais donc concrètement, vous espérez une présidentielle anticipée? Je ne crois pas qu'Emmanuel Macron y soit prêt. Et c'est évidemment sa décision, et je respecte le président de la République, et je ne veux pas porter tort aux institutions, mais je trouve qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'apprentis sorciers qui jouent avec les institutions. Je continue à ne pas comprendre pourquoi le gouvernement s'est lié une main dans le dos en décidant de ne pas avoir recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le budget. Je crois que le gouvernement s'aperçoit aujourd'hui que la tentative qu'il avait faite nous a juste fait perdre énormément de temps. Donc il faut un 49.3. Écoutez, ça sera au gouvernement, là encore, Mmh. de le décider. Mais manifestement, il n'y aura pas de budget voté autrement. Vous le disiez, ces motions de censure, elles ont été déposées parce que, il y a eu ce vote, du Mercosur, à laquelle la France s'est opposée, mais elle Ouais. n'a pas réussi à réunir une minorité de blocage. Est-ce que c'est une défaite de la France ou est-ce que c'est une défaite personnelle d'Emmanuel Macron? Non, c'est une bataille perdue. Ça ne veut pas dire que la guerre est perdue, c'est une bataille perdue. La guerre n'est pas perdue La sur le balle, Mercosur? la balle revient dans le camp qui m'intéresse directement, puisque c'est le camp du Parlement européen. Il nous reviendra de ratifier ou de ne pas ratifier l'accord qui sera signé sur le Mercosur. Sauf que si un des pays d'Amérique latine, enfin Uruguay, Paraguay, Ouais. Argentine, Brésil, ratifie, l'accord s'applique. L'accord s'applique provisoirement, mais l'accord a besoin du consentement, et heureusement nous sommes en démocratie, du consentement du Parlement européen. Et l'Italie pourrait changer d'avis? Comment réunir une minorité de blocage Mais c'est tout. au Parlement européen alors que Alors vous c'est n'avez pas c'est une réussi minorité de blocage, et c'est pas un vote l'Italie. contre alors Ce que sont vous n'avez pas réussi maintenant? C'est une majorité de parlementaires européens qu'il nous faut convaincre. Ouais. Et quand j'entends Monsieur Bardella, qui lui-même fait normalement le même métier que moi, député européen, ne parler que de motions de censure qui ne règlent rien, et quand je ne l'ai jamais vu travailler aux clauses de sauvegarde que nous avons durcies, nous, parlementaires européens, quand je ne l'ai jamais vu essayer de rallier une majorité de parlementaires européens contre le Mercosur. Il est à la tête du 3e groupe politique en taille au Parlement européen. Bon, il n'est jamais là. C'est Donc vrai que vous c'est pensez en difficile. tout cas pouvoir convaincre encore le Mais Parlement européen de changer d'avis, quoi? il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Et en tout cas, oui, je suis déterminée. Et je fais partie aussi des députés européens. Là encore, je n'ai jamais vu le Rassemblement national s'en occuper, qui demande la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne pour vérifier la conformité de cet accord au traité européen, parce que nous avons un sérieux doute. Mmh. Donc nous nous battons jusqu'au bout. Mmh. Ce traité, il n'a pas du bon, en fait. Vous êtes contre. Il y a 700 millions de consommateurs potentiels en Amérique latine, en Amérique du Sud. Il y a la chimie, la pharmacie, la viticulture, les producteurs de fromage, l'aéronautique. Enfin, est-ce qu'il n'y a Vous pas avez plus raison de de gagnants dire que de qu'il y aura perdants? beaucoup de gagnants. Vous avez raison de dire qu'il y aura beaucoup de gagnants. Mais est-ce que c'est une raison pour se dire tant pis pour les perdants? Malheur aux perdants? Sûrement pas. Mais est-ce que c'est une raison pour ne pas signer cet accord alors qu'il y a plus de gagnants que de perdants, non? Nous n'avons pas obtenu tout ce que nous voulions obtenir. Cet accord, il a commencé à être négocié il y a 25 ans. Et s'il n'a pas été signé jusqu'à maintenant, c'est justement parce que la France s'est battue contre un accord qui est obsolète, qui est anachronique. Il n'y a pas de vraie clause miroir. C'est-à-dire que nous allons, au niveau national, empêcher l'importation de produits que, pour le moment, l'Union européenne n'empêche pas d'arriver sur le territoire européen. J'espère que nous allons, en le faisant au niveau national, entraîner un mouvement européen. Et là aussi, nous allons nous battre pour qu'il y ait des vraies clauses miroirs, des vrais contrôles. Nous avons obtenu mieux que l'accord de départ, mais c'est vraiment un accord qui avait été négocié sur des bases qui datent d'il y a 25 ans, très loin de la réalité de nos agriculteurs d'aujourd'hui. Mais là où vous avez raison, c'est qu'on doit se poser la question de savoir pourquoi, à chaque fois, l'agriculture française, en tout cas une partie d'entre elles, en particulier les éleveurs, se sentent plus fragiles que d'autres agriculteurs européens. Ça veut dire qu'il y a besoin d'une transformation, d'un accompagnement
beaucoup plus sérieux et d'une écoute des C'est ce que demandent agriculteurs. les Et agriculteurs. pas forcément ceux qui crient le plus fort et ceux qui crachent au visage des responsables Je qui voudrais vous viennent faire leur parler. réagir au Groenland puisque, Ouais, on sait que Donald Trump veut, s'emparer du Groenland, ouais, que ce soit par la manière douce ou la on peut manière pas forte, que l'ignorer. ce soit par, une intervention militaire ou en achetant le Groenland. Est-ce que l'Europe a les moyens d'empêcher cela? Et est-ce que vous pensez que Donald Trump ira, au bout de son idée? D'abord, c'est la crise diplomatique la plus grave qu'il y ait eu entre les États-Unis et l'Europe. Et elle est le fait de Donald Trump, qui est probablement le président américain qui déteste le plus l'Europe de l'histoire des États-Unis. Il faut se le dire comme ça, pour réagir comme on doit réagir. Moi, je me suis rendue au Groenland, j'ai passé une semaine au Groenland, d'abord pour essayer de comprendre ce territoire, qui est grand comme 4 fois la France, mais aussi pour entendre les Groenlandais. Et les Groenlandais ne veulent pas d'un rattachement aux États-Unis. Mmh. Ils n'en veulent à aucun prix. Et Dieu sait si des influenceurs Mais on peut américains... l'empêcher ou pas, Mais Donald on Trump? doit l'empêcher parce que Mais comment? la liberté des peuples... Mais Donald Trump, est-ce que le Congrès américain est prêt à ce que des boys, des soldats américains, s'attaquent à des soldats européens? Je ne le pense pas. Et il y a un travail qui est en train Donc il d'être faut fait. renforcer la présence militaire, européenne, Mais française, aussi? on ne va pas se battre, mais enfin, quand je dis on ne va pas se battre, nous n'avons aucun intérêt à tirer sur les Américains, mais les Américains n'ont aucun intérêt à tirer sur les Européens, ou alors ils auront une fois de plus les félicitations de Vladimir Mmh. Poutine. Non, ce qu'il faut, c'est pas seulement des actions symboliques. J'entends dire que les dirigeants européens vont Mmh. se rendre à Nuuk. C'est gentil, mais ça n'est pas suffisant. Il faut dire aux entreprises américaines, notamment aux grandes plateformes de réseaux sociaux, que si elles ne conseillent pas à Donald Trump de se calmer, eh bien, elle pourrait ne pas pouvoir travailler dans l'Union européenne. Ça, c'est Merci un langage Nathalie qu'il faut Loiseau. comprendre. Merci d'avoir été avec nous ce matin, députée européenne. Renew, tout de suite les informés sur France Info.